Voilà, première vidéo de ce chapitre 10, globalement d'électricité, dans laquelle on va s'intéresser à l'intensité du courant. On va regarder un petit peu de plus près en quoi consiste le passage d'un courant dans un conducteur. Et puis on enchaînera par le comportement capacitif. On va parler d'un nouveau dipôle que vous n'avez probablement jamais rencontré, qui est le condensateur. Alors, l'intensité du courant, on vous a déjà dit que c'était le passage de charge électrique à travers donc un matériau conducteur, un fil par exemple, métallique. Euh, Ce passage de courant va naturellement du pôle plus du générateur vers le pôle moins. On sait également qu'en réalité, ce qui circule à l'intérieur du fil, ce ne sont pas des charges positives, mais ce sont des électrons négatifs qui du coup vont dans le sens opposé euh, au sens conventionnel du courant. En tout cas, ça reste des charges électriques qui traversent ce matériau. On a également utilisé, notamment dans le chapitre sur les piles, le lien entre intensité et charge électrique qui traversait ou qui était générée par la pile. À ce moment-là de l'année, on avait fait une petite approximation qui était sous-entendue, qui était que le courant, l'intensité du courant était constante. Si l'intensité du courant n'est pas constante, alors la formule qu'on avait vue à l'époque, qui était I égale Q sur delta T, évolue un petit peu, et évolue dans le sens dont on a déjà parlé par exemple en mécanique. Chaque fois qu'une grandeur n'est pas constante, et qu'on s'intéresse à sa variation au cours du temps, eh bien on fait appel à la notion de dérivée. C'est la même chose ici pour l'intensité du courant électrique. L'intensité donc I du courant n'est pas simplement égale à Q sur delta T, c'est-à-dire la charge qui circule par unité de temps qui s'écoule, mais est la dérivée par rapport au temps de la quantité de charge qui traverse le conducteur qu'on a repéré. Donc là par exemple ici le fil, je repère une section particulière du fil et je regarde quelle quantité d'électricité, quelle charge électrique traverse cette section au cours du temps. Et cela correspond donc à une variation de charge électrique par rapport à leur passage à travers cette section, et qui dit variation au cours du temps dit dérivée. Donc la vraie formule qui permet de calculer l'intensité à partir de la charge électrique, c'est I égale dQ sur dt, c'est-à-dire la dérivée de la charge électrique donc qui varie au cours du temps. Elle varie ici parce qu'elle traverse la paroi. On garde par contre les mêmes unités qu'on avait vu en chimie, c'est-à-dire ampères pour l'intensité, coulomb pour la charge électrique, et sur delta T qui s'exprimera en ampères. Évidemment que si Q est constant, plus exactement si la variation de charge, c'est-à-dire que si c'est toujours la même quantité de charge qui traverse cette section au cours du temps, et bien à ce moment-là, la formule peut évoluer dans le sens où on l'a déjà rencontré en chimie, c'est-à-dire I égale Q sur delta T simplement. Voilà, donc cette formule, on s'en resservira, pas tellement dans la fin du chapitre là, mais dans le suivant. On passe maintenant au comportement capacitif, et on va expliquer de quoi est constitué donc ce nouveau dipôle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un condensateur, à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, et puis surtout à quoi ça sert. Alors un condensateur, c'est quelque chose de a priori un petit peu surprenant en électricité, puisque ça constitue en fait une sorte de coupure. Il s'agit de deux armatures, donc deux armatures c'est deux surfaces métalliques parfaitement conducteurs, qui se font face et qui sont séparées par ce qu'on appelle un diélectrique, et un diélectrique en électricité c'est un isolant. Donc ça veut dire que a priori le courant ne peut pas passer à travers le condensateur, puisque il y a un isolant qui fait l'intermédiaire là entre les deux plaques conductrices. Donc voilà à quoi ressemble le condensateur. Une fois qu'on l'intègre dans un circuit électrique, les deux armatures qui se font face ne sont pas connectées l'une à l'autre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'électrons qui passent directement d'une armature vers l'autre. En revanche, si on connecte à un générateur, il est tout à fait possible de faire circuler des charges électriques via le circuit électrique d'une armature vers l'autre. Et globalement, c'est comme ça que va se comporter un condensateur. Il va pouvoir accumuler des charges, soit parce qu'on lui a apporté des charges, donc vous voyez ici sur la partie droite, on a apporté des électrons
sur l'armature qui petit à petit s'est chargée négativement. Et ces électrons, ils viennent d'où? Ils viennent d'en face. Donc sur l'autre armature, on a arraché des électrons, et du coup cette armature se retrouve positive. Il y a évidemment la même charge positive à gauche que négative à droite, en valeur absolue, c'est la même charge qu'on retrouve de chaque côté. Pour preuve, en fait, c'est chaque fois qu'on a arraché un électron côté gauche, c'est-à-dire chaque fois qu'on a créé une charge positive, on l'a amené côté droit pour avoir une charge négative. Le symbole électrique du condensateur dans un circuit, il rappelle en fait le fonctionnement, c'est-à-dire on retrouve les deux armatures là qui se font face. Voilà, ça ressemblera à ça. Alors, à travers un circuit électrique, il va donc être possible d'accumuler des charges électriques sur les deux armatures, donc un côté positif et un côté négatif, en fonction de la manière dont on aura branché le générateur à ce condensateur. Et cette charge Q s'exprime directement en rapport avec la tension aux bornes de ce condensateur. Donc, si on a mis directement ça sur le générateur, ça va dépendre de la tension du générateur. Plus la tension du générateur est élevée, et plus la charge Q que l'on pourra accumuler sur une armature et puis moins Q sur l'autre sera importante. Il y a proportionnalité même entre la charge Q qu'on va accumuler sur les armatures et la tension électrique qu'on applique sur le condensateur. Et cette proportionnalité se traduit par la formule Q, la charge accumulée, égale C, le coefficient de proportionnalité, fois UC, la tension qu'on a appliquée en volts sur le condensateur. C, donc c'est le coefficient de proportionnalité entre Q et UC, s'appelle la capacité du condensateur, d'où le terme comportement capacitif. Tous les dipôles qui seront capables de faire ça auront ce qu'on appelle un comportement capacitif. En termes d'unité, pour Q, on retrouve ce dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire les coulomb, pour UC des volts, et les coulombs par volt, c'est-à-dire l'unité équivalente de la capacité C, sera exprimée, elle, en farad. Mais donc les farads, on est d'accord que c'est équivalent à des coulombs par volt. Rappelle ce condensateur, en fait, on en a déjà parlé, mais c'était en mécanique, quand on s'est intéressé au mouvement que peut avoir une charge électrique à l'intérieur du condensateur. Si on lance une charge électrique à l'intérieur du condensateur, alors elle va avoir un mouvement particulier, on avait vu soit de déviation, soit d'accélération, et à cette époque-là, on avait utilisé le fait que le champ électrique qui règne à l'intérieur du condensateur est égal à la tension à ces bornes divisée par la distance entre les deux. Cette formule reste valable, mais on ne l'utilisera pas ici en électricité. Mais c'est bien la même chose. On avait donc déjà vu en fait les condensateurs à cette époque. Je vous montre quelques condensateurs courants, et puis on parlera de à quoi ça peut servir. Alors, d'abord, on en trouve beaucoup en électronique. Et les valeurs de capacité en électronique sont plutôt très faibles. On va parler de capacité donc de condensateur en microfarad. Voilà à quoi ça ressemble. Un petit dipôle, simplement. Les armatures, on ne les voit pas parce qu'en fait, elles sont masquées par la couche plastique que l'on met autour. On peut monter jusqu'à quelques millifarads avec ce type de condensateur. Ici, en fait, les armatures sont enroulées l'une sur l'autre. Donc, même si on a un composant qui est très petit, en fait, les surfaces des armatures sont très très grandes parce que, en fait, si on démonte, il y a un rouleau assez important donc des deux armatures conductrices avec au milieu un séparateur qui est un isolant. On a des condensateurs naturels, des nuages qui se chargent positivement ou négativement selon les conditions atmosphériques et qui peuvent générer par la suite des éclairs par exemple, sont des condensateurs. Un nuage et la Terre peuvent aussi constituer des condensateurs, et là on va atteindre des capacités de l'ordre de quelques dizaines de millifarads, donc ça reste quand même faible. Et puis on sait aussi fabriquer des supercondensateurs qui pourraient dans l'avenir avoir comme rôle de stocker de l'énergie, parce qu'en fait une fois que les charges électriques sont sur les armatures, si on débranche le condensateur, elles restent sur les armatures, et donc ça fait une sorte de réserve de charge électrique, un petit peu comme on peut avoir avec une pile. Donc ça peut être peut-être dans l'avenir un moyen de stocker efficacement de l'énergie électrique, mais à ce moment-là il faut on va dire réinventer un petit peu les condensateurs.
on sait faire, on peut avoir des condensateurs de capacité correspondant à plusieurs milliers de farad. Ça pose quelques problèmes parce que notamment les diélectriques, c'est-à-dire les isolants qu'on utilise entre les armatures conductrices, ne sont jamais parfaitement isolants. Et donc naturellement, en fait, ces condensateurs ont tendance à s'auto-décharger par le passage, même faible, de courant électrique à l'intérieur de l'isolant. Quand est-ce qu'on va retrouver des condensateurs? Eh bien, dans plein de domaines. On va voir que les condensateurs, en fait, quand on cherche à accumuler des charges, ils le font pas instantanément. Ça prend un certain temps. Et donc, si on a envie de temporalité, par exemple dans un circuit électrique, on peut insérer un condensateur. Et puis on va voir que ce comportement capacitif, en fait, il dépend de la surface des armatures, il dépend également de leur éloignement. Et en jouant là-dessus, on va pouvoir inventer des systèmes de type, par exemple, détecteur de contact, ou bien détecteur d'accélération. Parce que sous l'effet d'une accélération, par exemple, les armatures pourraient se rapprocher et donc modifier la capacité. Voilà. On verra ça essentiellement à travers le TP qu'on va faire sur ce sujet-là.